18TT win for that man John McGee. Aujourd'hui, on va vous parler de Honda. Alors vous pensez sûrement à des modèles iconiques, comme la RC30, la Goldwing, le Cub, qui est le deux roues motorisé le plus vendu au monde, Honda Super Cup, ou encore la NSR 500, qui est la machine la plus titrée en Grand Prix. Mais Honda, c'est surtout le plus gros constructeur de motos au monde. Ils en ont produit plus de 400 millions. Et tout ça en misant sur une philosophie, le total control. Concrètement, le total control, c'est penser que pour qu'une moto soit bonne, elle doit avant tout être maîtrisable. Et le dernier exemple en date, c'est la CB1000R. C'est ce qui s'appelle une Néosport Café. Une moto récente, technologique, avec une ligne quelque peu inspirée du passé. Elle est minimaliste. Sa finition est excellente, notamment dans cette version Sunset limitée à 69 exemplaires. Elle pèse 212 kg et développe 145 chevaux. C'est beaucoup, mais pas tellement face à la concurrence. La CB1000R mise plutôt sur autre chose. À chaque fois que je monte sur une Honda, j'ai cette sensation incroyable de déjà-vu. C'est comme si j'avais déjà roulé avec en fait. Pour vous expliquer, quand vous montez sur une moto pour la première fois, il y a toujours un comportement ou une sensation qui fait que votre cerveau vous dit « Ah, il va me falloir un peu de temps pour m'habituer ». Ben, c'est jamais le cas avec une Honda. On se sent de suite chez soi. Cette sensation, c'est la résultante du total control. Vous avez l'impression que rien ne peut vous surprendre, que tout est sous contrôle. La position est neutre, je suis en appui nulle part. Le freinage il est très doux, très dosable. La connexion à la poignée de gaz elle est juste parfaite. Puis la moto est très facile à mettre sur l'angle. En fait c'est très naturel tout ça. Évidemment c'est pas aussi incisif et violent que la concurrence parce que les roadsters en ce moment ils pètent des câbles sur les performances. Mais ça reste quand même bien assez puissant et au final je trouve ça plus agréable. Pourtant, elle dispose de tout le package électronique actuel. Plusieurs modes de puissance, un traction control, une gestion du frein moteur, un ABS. Mais en fait, elle est tellement naturelle et simple que je me dis que je pourrais très bien me passer de toutes ces assistances sans même m'en rendre compte. Au final, c'est ça, la philosophie Honda. C'est des motos à taille humaine. Enfin, c'était ça. Parce que Honda vient de péter une durite. Alors que depuis 1992 et la première CBR, leurs sportives ont toujours été parmi les moins puissantes, mais les plus légères et exploitables, ils viennent de sortir ça. Une moto de 217 chevaux. Quand les constructeurs nomment leur moto, ils utilisent des lettres. Par exemple, le R, c'est pour Racing. Si vous en mettez 1, c'est que c'est une moto faite plutôt pour rouler vite. Si vous en mettez 2, c'est que c'est une moto faite pour rouler très vite, et ainsi de suite. Voici donc la CBR 1000 RRR SP. Autant dire, elle va vite. Et pour rendre cette moto rapide, Honda a fait pas mal d'efforts. Quand on l'analyse point par point, on peut voir qu'il y a énormément de petits détails ultra technologiques. Par exemple, la surface ici, là, sur le garde-bois avant, est convexe pour déporter l'air vers le carénage. Ensuite, on a évidemment la prise d'air qui a exactement les mêmes dimensions que la RC213V de MotoGP. D'ailleurs, il n'y a pas de contacteur de clé, c'est une clé sans contact. Ça leur a permis d'avoir le chemin le plus direct pour l'admission d'air. Donc là, je tiens la colonne de direction dans mes mains là en fait. Ensuite, on a les petites ouvertures là en haut du carénage qui permettent de réduire la résistance de l'air sur les changements d'angle. Évidemment, il y a les petits déflecteurs aérodynamiques qui viennent plaquer la moto au sol à l'accélération pour éviter les délestages et qui la stabilisent au frein. Le réservoir d'essence a été rabaissé de 45 mm pour que le pilote puisse mieux se cacher derrière la bulle. D'ailleurs, il est creusé ici pour pouvoir caler le casque. Ensuite, on a les repose-pieds. Ils sont plus hauts et plus en arrière qu'avant pour augmenter la garde au sol et permettre de prendre plus d'angle. Le bas du carénage est plus long et a une forme bien particulière pour réduire le volume d'air sur le pneu et améliorer la traînée. Sur le mouillé, ça permet d'avoir une meilleure adhérence.
Le pneu arrière est plus gros, il est en 200 alors qu'avant c'était du 190. Ça permet de faire passer l'excédent de puissance au sol. Après il y a un milliard de petits détails encore, mais franchement je crois que j'ai saoulé tout le monde et j'ai plutôt envie d'aller rouler là. Ok, je viens de prendre 230 km/h en deuxième. C'est la vitesse maxi qu'on peut atteindre sur ce circuit. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je vais pas avoir besoin des 4 derniers rapports. C'est incroyable, j'ai jamais vu une Honda qui marchait autant. Le bruit est phénoménal, on dirait une machine de course. Elle fait des micro-coupures à la reprise des gaz. C'est incroyable. Si vous me mettez à côté de la piste et vous me demandez ce que c'est qu'elle est en train de tourner, jamais je vous dirai que c'est une Honda. Concrètement, ça veut dire qu'au-delà du bruit, le moteur vous arrache les bras dès que vous passez les 8000 tours minutes. Mais avec une force et une constance dans la poussée qui rend l'accélération hyper efficace. Pour cela, Honda a complètement revu son 4 cylindres en ligne. Il hérite d'une distribution mixte par linguet et cascade de pignon, ainsi que de cotes d'alésage par course super carrées, ce qui lui procure les pistons les plus larges de sa catégorie. Ça lui permet de réduire les frottements et prendre beaucoup de régime. Pour ceux qui sont moins calés en mécanique, retenez simplement que Honda est allé jusqu'à développer son propre titane, 50% plus léger que l'acier. Alors pour ce qui est de la position, en fait en quittant les stands, je me suis dit ça va être une galère. J'étais mal assis, je glissais de la selle et dès que j'ai commencé à mettre du rythme, je me suis dit ok, en fait là c'est parfait. Vous êtes balancé en avant et du coup la moto tourne très facilement, vous avez le genou qui touche le sol très tôt, le coude aussi. Et en fait, quand vous êtes à peu près 50 degrés d'angle, là la position est parfaite. C'est pour cet instant-là que cette moto a été développée. Même si j'ai les genoux un peu trop écartés à mon goût, la moto est très compacte. Et à l'attaque, la position n'est pas du tout fatigante. Tout a été pensé pour que le pilote puisse se cacher derrière les carénages. Résultat, la CBR 2020 possède le meilleur coefficient de traînée de la catégorie. Et à la position la plus extrême que j'ai jamais essayé sur une Honda. Côté partie cycle, là ouais, je reconnais une Honda. C'est la parfaite définition de la neutralité. C'est-à-dire qu'elle n'en fait pas plus, pas moins. Exactement ce que je lui demande. Elle est jamais trop incisive, elle est jamais trop pataude. En fait, c'est bizarre, mais j'ai strictement rien à reprocher à cette partie cycle. Vous vous rappelez de ce que je vous disais sur le sentiment que l'on ressent la première fois que l'on monte sur une Honda? Eh bien, c'est exactement ça. On trouve ses marques très vite et les commandes sont très naturelles. La seule chose qui me dérange, c'est son ABS un peu trop interventionniste et non déconnectable. Ce qui est dommage car le freinage Brembo, les étriers Stylema et les disques de 330 mm de diamètre sont parfaits. Si j'avais un petit truc à reprocher à cette moto quand même, c'est sa démultiplication très longue. Parce que ok, elle prend 230 en deuxième et c'est rigolo, mais du coup, à bas régime, elle est quand même très creuse. Et elle a un peu du mal à ressortir des virages lents. Ça veut dire qu'en dessous de 70-80 km/h, il se passe pas grand chose. Mais bon, c'est... Bah ça y est, c'est déraisonnable, hein. C'est Honda comme on l'a jamais vu. En fait, ce qui m'étonne le plus, c'est que pour la première fois sur une Honda, je me dis que j'aurais beaucoup de mal à me passer d'électronique. Mais pour en avoir le cœur net, un petit test s'imposait. En début de sujet, je vous ai dit qu'avec la CB 1000R, j'avais l'impression que je pouvais presque me passer des assistances électroniques. Alors pour le prouver, j'ai fait un tour avec les aides électroniques en 1.29.5 et un tour en les désactivant en 1.29.0. Donc effectivement, je peux m'en passer. J'ai fait un chrono avec la CBR et les assistances électroniques et maintenant on va voir combien je fais en les désactivant. Ok, alors, je rentre dans le menu, je déconnecte le traction control 0, wheeling control 0, engine brake
On va mettre le moins d'assistance, donc c'est 1, c'est comme si on n'avait pas. Suspension en manuel. La seule chose que je peux pas désactiver, c'est l'ABS. Allez, souhaitez-moi bonne chance. Et le premier choc est de faire un départ avec et sans launch control. Oh là là, ça demande une concentration de tous les instants. Je sais que le moindre écart que je fais sur la poignée de gaz, oh allez, je veux me satelliser. Parce que concrètement, il y a 217 chevaux et 11,5 m3 de couple qui n'attendent qu'une seule chose, m'envoyer sur la Lune. Ah, c'est sur ces zones-là, quand on est sur un filet de gaz, on sent qu'elle n'attend qu'une seule chose, c'est de partir. Et là, il n'y a personne pour la calmer. Oh, oh, oh. Le moindre écart sur la poignée de gaz se solde par une accélération ratée. Cela demande d'être particulièrement doux malgré la violence dont peut faire preuve la machine. Sinon, elle vous le fait payer instantanément. Je n'ai aucune idée de si je suis plus ou moins rapide, parce que l'électronique est tellement performant qu'on ne le sent pas intervenir en temps normal. Là, c'est vrai, je sens que la moto me laisse un peu plus de chevaux sur certaines accélérations, mais il n'y a que mon référentiel de vitesse sur la piste qui me le fait ressentir. C'est exactement les mêmes sensations moteurs que avec l'électronique. C'est dire la puissance de cette intelligence artificielle. Oh là là! Ce qui me surprend le plus, c'est que pour la première fois de ma vie, les suspensions électroniques me manquent. Alors que je les trouve d'habitude moins efficaces et prévisibles que des suspensions normales, sur la CBR, dans ces conditions, elles rendaient la moto plus stable. J'en suis le premier étonné. Mais la sentence du chrono tombe. Je suis 1 seconde moins rapide sans électronique. Elle a donc vraiment besoin de ces assistances. Évidemment, c'était déjà le cas avec de nombreuses hypersportives, mais c'est la première fois pour une Honda. Bienvenue dans la nouvelle ère du Total No Control.